Le blizzard m'a jeté dans un abri isolé, mais ce n'est pas le froid que je craignais le plus. C'était la loi ancestrale qui liait à jamais un homme et une femme ayant partagé le même feu. Le vent hurlait comme une meute de loups affamés, et chaque rafale me jetait des poignées de glace au visage. Mes cils étaient lourds de givre, ma respiration se condensait en un nuage blanc qui était aussitôt déchiré par la tempête. Je connaissais cette montagne comme ma poche, chaque rocher, chaque crevasse. Mais aujourd'hui, elle semblait vouloir m'effacer de sa surface, me réduire à un simple souvenir gelé. Mon père m'avait toujours dit « La montagne donne, et la rat, mais elle reprend sans préavis. Ne lui manque jamais de respect. » Et je ne lui manquais pas de respect. Je cherchais simplement à survivre. La cabane du col perdu était mon seul espoir. Une simple cahute de bûcheron, à peine plus grande qu'un placard, mais solide. Un refuge que ma famille utilisait depuis des générations pour attendre que la colère de la montagne s'apaise. Mes doigts, gourds et insensibles dans mes gants de laine, peinaient à trouver la poignée. Le bois était enflé par l'humidité et le froid. J'ai poussé de toute l'épaule, mon corps tremblant d'épuisement, et la porte a finalement cédé dans un grincement sinistre. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité, mais une faible lueur orangée dansait dans le petit foyer de pierre. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un était déjà là. Mes muscles se sont tendus. Les habitants de notre vallée ne s'aventuraient jamais aussi haut par ce temps. C'était forcément un étranger, un imprudent de la ville venu chercher le frisson et qui avait trouvé la mort à la place. J'ai avancé d'un pas, laissant la porte se refermer lourdement derrière moi, coupant le hurlement du vent. Le silence soudain était presque aussi assourdissant. Auprès du feu, une silhouette était recroquevillée, un homme. Il portait une de ces vestes techniques d'un rouge criard, qui jurait avec le bois sombre et la pierre grise de la cabane. Il a sursauté en me voyant, ses yeux s'écarquillant de surprise, puis de soulagement. Il était jeune, peut-être mon âge, le visage hâlé par le vent mais pâle de fatigue. Un appareil photo pendait à son cou, protégé par une housse. « Dieu merci !» a-t-il soufflé, sa voix rauque. Je pensais que j'étais seul, que j'allais y rester. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai enlevé la neige de mes épaules et je me suis approché du feu, tendant mes mains vers la chaleur chancelante. J'ai senti son regard sur moi, curieux, reconnaissant. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. Le véritable danger n'était pas le blizzard. Le véritable danger était ici, entre ces 4 murs. « Vous êtes blessé ?» ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Non, juste frigorifié et perdu. Je m'appelle Léo. Je suis photographe. Je voulais juste quelques clichés du sommet au lever du soleil. Je n'avais pas prévu cette tempête. » Il a eu un petit rire nerveux. « Stupide, je sais. » J'ai hoché la tête. Stupide, oui, mais il ne savait pas à quel point. Mon esprit s'emballait. La nuit tombait déjà. La tempête ne se calmerait pas avant le matin, si nous avions de la chance. Nous étions piégés, ensemble, sous le même toit, pendant la nuit du solstice d'hiver. Un frisson, qui n'avait rien à voir avec le froid, a parcouru mon échine. « Il y a une loi ici », ai-je murmuré, presque pour moi-même. Il a froncé les sourcils. Une loi contre le fait de se perdre en montagne? Un peu sévère, non? Non, ai-je dit en le regardant enfin dans les yeux. Des yeux bleus, couleur de la glace des glaciers au printemps. Une loi plus ancienne que celle des hommes. Une loi sacrée. Je pouvais voir l'incompréhension sur son visage. Il me prenait sûrement pour une folle, une montagnarde superstitieuse. Peut-être que je l'étais. Mais les histoires des anciens étaient gravées dans ma chair. Le respect de la tradition, un instinct de survie. La loi dit que si un homme et une femme qui ne sont pas liés par le sang partagent un abri et un feu pour survivre à une nuit de grand froid, la montagne les voit. Elle les lie, pour toujours. Son sourire s'est effacé. Vous voulez dire, comme dans un mariage forcé, c'est une blague? Une sorte de tradition locale pour faire peur aux touristes? Mes lèvres se sont serrées. Ce n'est pas une blague. Le feu est témoin. Les murs sont témoins.
Demain matin, quand la tempête se calmera et que le soleil touchera le seuil de cette porte, notre destin sera scellé. Vous serez considéré comme mon compagnon, et moi, la vôtre. » Il a éclaté de rire, un rire franc mais teinté d'incrédulité. « Écoutez, je vous suis infiniment reconnaissant enfin, que nous soyons deux ici, mais c'est complètement fou. On est au XXIe siècle. Personne ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit. » « Ce n'est pas une question de force, » ai-je rétorqué, ma voix vibrant de l'angoisse qui me serrait la gorge. C'est une question d'honneur, d'équilibre. Rompre la loi, c'est attirer le malheur sur toute la vallée, la famine, la maladie, la montagne se vengera. Il a secoué la tête, passant une main dans ses cheveux humides. D'accord, je respecte vos croyances, mais demain matin, je redescendrai à la ville, je prendrai ma voiture et je rentrerai chez moi. Et vous ferez la même chose. Personne ne saura jamais que nous avons passé la nuit ici. Un silence pesant s'est installé, seulement troublé par le crépitement du feu et le gémissement du vent à l'extérieur. Il pensait que c'était si simple. Il ne voyait que des murs de bois alors que je voyais les yeux de tous mes ancêtres. Nous avons passé les heures suivantes sans parler, chacun perdu dans ses pensées. Il a fini par s'endormir, épuisé, de l'autre côté du foyer. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai veillé le feu, priant pour un miracle qui n'est jamais venu. L'aube est arrivée, lente et cruelle. La tempête s'était calmée. Un silence immaculé avait remplacé la fureur de la nuit. Une lumière pâle et pure filtrait à travers la petite fenêtre. Léo s'est étiré, un sourire aux lèvres. « On a survécu », a-t-il dit, plein d'un optimisme qui me faisait mal. « Le ciel est dégagé, on peut y aller. » Il s'est levé, a ramassé son sac et s'est dirigé vers la porte. Il s'est tourné vers moi. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous vous appelez comment d'ailleurs ?»« Elara. »« Elara » a-t-il répété, comme pour tester le nom sur sa langue. « Eh bien, Elara, merci pour tout. » Il a posé la main sur la poignée. Au même instant, le premier rayon de soleil a franchi la cime des montagnes et a frappé la porte de la cabane, illuminant un glyphe ancien, gravé dans le bois juste au-dessus du linteau, un symbole que seuls les gens de ma vallée pouvaient comprendre. Et au loin, descendant de la vallée, un son grave et profond a résonné dans l'air glacial. Le son d'une corne, pas une corne de chasse, une corne de cérémonie. Il savait. Le visage de Léo s'est décomposé, non pas à cause du son, mais à cause de l'expression sur le mien. La terreur pure. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix soudainement inquiète. J'ai secoué la tête, les larmes me montant aux yeux. J'ai pointé un doigt tremblant vers la pente en contrebas. À travers la neige fraîche, 3 silhouettes sombres avançaient lentement vers nous. Les gardiens de la loi, mes oncles. « Vous vouliez savoir comment me remercier ?» ai-je murmuré, ma voix brisée. « N'ouvrez pas cette porte, s'il vous plaît. » La panique a déferlé dans ses yeux bleus. Il a lâché la poignée comme si elle était brûlante et s'est reculé dans la pénombre de la cabane. « Vos oncles, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ?» Il a jeté un regard affolé par la petite fenêtre. Les 3 silhouettes se rapprochaient, impassibles, leurs pas s'enfonçant en rythme dans la neige profonde. On aurait dit des juges marchant vers une exécution. « Ils ne viennent pas pour moi, Léo. Ils viennent pour vous, pour nous. » Ma voix était à peine un murmure. La corne, c'est le signal. Elle annonce à toute la vallée que la loi a été honorée, que la montagne a formé un nouveau couple. Ils viennent pour vous escorter. « Vous escorter où ? Je ne vais nulle part !» Il a commencé à faire les 100 pas dans l'espace exigu, agité, un animal pris au piège. « C'est un enlèvement, c'est illégal, je vais appeler la police !» Il a sorti son téléphone de sa poche. L'écran est resté noir. « Pas de batterie, merde ! Il n'y a pas de réseau ici de toute façon, » ai-je dit d'une voix lasse. « Et même s'il y en avait, qui appelleriez-vous ? Le shérif est mon cousin.
Il était là quand j'ai prêté serment de respecter les traditions. Nous le faisons tous. Son visage s'est crispé de colère et d'incrédulité. Mais c'est barbare, vous ne pouvez pas sérieusement croire à ces sornettes, forcer 2 personnes à cause d'une tempête de neige, c'est de la folie. Il s'est arrêté devant moi, me fixant intensément. « Elara, aidez-moi, s'il vous plaît, dites-leur que c'est une erreur, dites-leur que je ne savais pas, que je vous ai forcé à rester, n'importe quoi. » Mon cœur s'est brisé en entendant la supplication dans sa voix. Il ne comprenait pas que mentir ne ferait qu'aggraver les choses. Le parjure face à la loi était un crime pire encore que le blasphème. On ne ment pas à la montagne. Des coups lourds et puissants ont résonné sur la porte. Pas une demande pour entrer, mais un ordre. Je savais que résister était inutile. Il défoncerait à la porte s'il le fallait. D'une main tremblante, j'ai tiré le lourd verrou de bois. La porte s'est ouverte sur un mur d'hommes. Mon oncle Ronan se tenait au centre, le plus âgé, le plus sévère. Son visage était un masque de granit buriné par le vent, ses yeux gris aussi impitoyables que le ciel d'hiver. À ses côtés se tenaient ses frères, mes autres oncles, Finn et Kael, des colosses silencieux dont la simple présence semblait absorber toute la chaleur du foyer. Ils ne m'ont pas adressé un regard. Leurs yeux étaient rivés sur Léo, qui s'était figé derrière moi. « La loi a été accomplie », a déclaré Ronan, sa voix grave résonnant comme une pierre qui roule. Le feu a été partagé. L'abri a été sanctifié. La montagne a parlé. Il a fait un pas à l'intérieur, l'air froid s'engouffrant avec lui. Étranger, tu as reçu l'honneur d'être lié à notre sang. Tu descendras avec nous. Léo a fait un pas en avant, le menton levé, essayant de masquer sa peur par un semblant de défi. « Écoutez, monsieur, je crois qu'il y a un terrible malentendu. Je ne savais rien de votre loi. Je suis juste un touriste qui s'est perdu. Je ne veux causer aucun problème. Laissez-moi simplement partir, et je ne dirai jamais un mot de tout ça. » Un sourire glacial, à peine perceptible, a étiré les lèvres de Ronan. « Tu parles comme un homme de la vallée. Tes mots sont du vent. Ici, ce sont les actes qui comptent. Tes actes t'ont lié à cette terre, à notre famille. Tu ne peux pas te délier. »« Je ne suis lié à rien du tout, » a crié Léo, sa voix se brisant. « Nous sommes en France. Il y a des lois, des droits. Vous ne pouvez pas faire ça. » Le regard de mon oncle s'est durci. « Les lois de tes villes meurent au pied de ces montagnes. Ici, une seule loi prévaut, celle qui nous permet de survivre depuis 1000 ans. Tu l'as acceptée en entrant dans cet abri. Je n'ai rien accepté du tout. Je fuyais une tempête. Et tu as trouvé refuge, a complété Ronan, implacable, et avec lui, une nouvelle vie. Et Lara t'attend. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me sentais petite, écrasée par le poids des traditions et la détresse de cet homme que je connaissais à peine. Je devais essayer. Pour lui. « Oncle Ronan », ai-je commencé d'une voix faible. « Il est innocent. Il ne connaissait pas la loi. La montagne ne peut pas lier quelqu'un qui agit dans l'ignorance. Ce n'est pas juste. » Le silence qui a suivi mes paroles était absolu. Ronan a tourné lentement la tête vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de déception dans ses yeux de pierre. C'était pire qu'une gifle. La justice n'appartient pas aux hommes, Elara, elle appartient à la montagne, et la montagne ne se soucie pas de l'ignorance, elle ne se soucie que de l'équilibre. Un don a été fait, la survie. Une dette doit être payée. L'union. Il s'est de nouveau tourné vers Léo. Cependant, la loi est ancienne, mais elle n'est pas sans cœur. Elle offre toujours un choix. Un minuscule espoir a jailli en moi. Un choix. Léo s'est redressé, s'accrochant à cette bouée de sauvetage. Quel choix. Ronan a marqué une pause, laissant la tension monter jusqu'à devenir insoutenable. Son regard s'est perdu un instant vers les sommets enneigés, visibles par la porte ouverte, comme s'il y cherchait ses mots. « Tu as 2 chemins devant toi, étranger », a-t-il finalement prononcé,
sa voix plus solennelle que jamais. Le premier est le chemin du compagnon. Tu acceptes la loi, tu honores le lien, tu deviens l'un des nôtres et tu prends ta place aux côtés d'Elara. Ta vie sera dure, mais elle sera pleine. Et le deuxième? A demandé Léo, la gorge nouée. Le sourire de Ronan a disparu, remplacé par une expression d'une gravité extrême. Le deuxième est le chemin de l'épreuve. Si tu refuses le don de la montagne, alors tu dois prouver que tu es digne de le refuser. Tu dois prouver que ta vie solitaire a plus de valeur que la vie que nous t'offrons. Une épreuve? Quelle épreuve? Mon oncle a tendu un bras vers le paysage blanc et aveuglant. Tu retournes d'où tu viens, seul, sans équipement autre que les vêtements que tu portes. Tu devras traverser le col du Murmure et atteindre la pierre des ancêtres avant le coucher du soleil. Si tu y parviens, la montagne te libère de ton serment. Tu seras libre de partir. Et nous ne te reverrons jamais. Le sang a quitté mon visage. Le col du Murmure. C'était un passage connu pour ses vents imprévisibles et ses crevasses cachées. Personne ne s'y aventurait en plein hiver, même les chasseurs les plus aguerris. C'était un suicide. Léo a dégluti, son regard passant du col mortel à mon visage horrifié. Il comprenait enfin. Ce n'était pas un choix, c'était une condamnation à mort déguisée. Accepter une vie qu'il ne voulait pas, ou marcher vers une mort certaine. Silence. Le seul son était celui de la respiration de Léo, saccadé et rauque dans l'air glacial. Il regardait le col, puis mes oncles, puis moi. Son visage était un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur, la rage et une lueur de défi qui refusait de s'éteindre. Il était pris au piège, et chaque option semblait pire que la précédente. Être prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas choisie ou affronter une mort quasi certaine pour sa liberté. « C'est de la folie » a-t-il soufflé, s'adressant plus à lui-même qu'à nous. « Vous me demandez de choisir entre la prison et la mort. Nous te demandons de faire preuve de respect, » a corrigé Ronan, sa voix dénuée de toute chaleur. « Tu as accepté le cadeau de la montagne, son abri. Maintenant, tu dois accepter les conséquences, la vie ou la liberté. Tu ne peux pas avoir les deux, pas après cette nuit. » Le regard de Léo s'est durci. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit. Il était photographe, un homme de la ville, habitué à la liberté de mouvement, à ses propres choix. L'idée d'être enchaîné à cette vallée, à moi, à une vie qu'il n'avait jamais imaginée, c'était sans doute pire pour lui que la peur du froid et de la mort. « Je choisis l'épreuve », a-t-il déclaré, sa voix ferme malgré le tremblement qu'il essayait de cacher. « Je choisis le chemin de l'épreuve. » Un frisson m'a parcouru. Non, je voulais crier, lui dire de choisir la vie, même si c'était une vie avec moi qu'il ne désirait pas. Au moins, il serait vivant. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Devant mes oncles, devant les gardiens de la loi, je n'avais pas le droit de parler. La décision lui appartenait. Ronan a hoché la tête lentement, sans la moindre surprise. C'était peut-être ce qu'il avait toujours attendu. Un homme des basses terres n'abandonnerait jamais sa liberté si facilement. « Ainsi soit-il », a-t-il dit. « La montagne a entendu ton choix. » Il s'est tourné vers ses frères. « Kaël va chercher son sac et son appareil photo. Ils resteront ici, en gage. S'il survit, il les récupérera à la pierre des ancêtres. Sinon, la montagne les gardera. » L'oncle Kaël est entré dans la cabane, a attrapé le sac à dos de Léo et la housse de son appareil photo avec une délicatesse surprenante pour un homme de sa carrure et les a sortis. Léo a regardé ses affaires, sa seule connexion avec son ancienne vie, disparaître dans les mains du géant silencieux. C'était réel, cela se produisait vraiment. « Le soleil est déjà haut », a continué Ronan en désignant le ciel. « Tu as jusqu'à ce qu'il touche la crête du dragon là-bas. Après cela, ton temps est écoulé. Si tu n'es pas à la pierre, ton serment envers Elara redevient valide et nous viendrons te chercher. Mort ou vif, est-ce clair ?» Léo a simplement hoché la tête, les lèvres serrées. « Alors, va !»
a ordonné Ronan en s'écartant pour lui laisser le passage. Léo m'a jeté un dernier regard. Il y avait de la peur dans ses yeux, bien sûr, mais aussi autre chose. Une sorte de reproche silencieux, comme si j'étais complice de cette barbarie, et peut-être que je l'étais. Ma passivité, mon respect pour des lois cruelles, faisait de moi une gardienne de sa cage. Il a fait un pas en dehors de la cabane, s'arrêtant un instant pour s'habituer à la lumière aveuglante du soleil sur la neige. Vêtu de sa simple veste rouge, il ressemblait à une goutte de sang sur une page blanche, une cible parfaite pour la fureur de la montagne. Il a commencé à marcher, s'enfonçant péniblement dans la neige fraîche en direction du col. Mes oncles et moi sommes restés devant la porte, le regardant s'éloigner. Chaque pas qu'il faisait semblait lui coûter un effort surhumain. Il n'avait pas de raquette, pas de bâton, pas de nourriture, juste sa détermination et son ignorance du terrain. « Il ne s'en sortira jamais », ai-je murmuré à mon oncle Ronan, le cœur battant à tout rompre. « C'est un meurtre !» Ronan n'a pas tourné la tête vers moi. Ses yeux gris suivaient la petite silhouette rouge qui s'éloignait. « Ce n'est pas un meurtre, Elara. C'est un sacrifice, ou le sien ou le tien. S'il refuse de t'honorer, il doit offrir autre chose à la montagne. Sa force, son courage, sa vie, c'est l'équilibre, tu le sais. » Je le savais, oui. On nous l'enseignait depuis l'enfance. Chaque don exige un contre-don. Mais voir cette loi appliquée avec une telle froideur à un innocent, cela me révoltait. Il avançait lentement, très lentement. Par moments, il disparaissait derrière une congère et mon cœur s'arrêtait, jusqu'à ce qu'il réapparaisse, plus petit, plus loin. Nous sommes restés là un long moment, en silence. Puis Ronan a parlé. « Rentrons. Il y a une cérémonie à préparer, ou pour une union, ou pour un deuil. » Mes oncles ont commencé à descendre vers la vallée. Je suis resté figé sur place, incapable de détacher mon regard du point rouge qui luttait contre le blanc infini. Mon destin se jouait là-haut, dans le froid et le silence. Soit je serais une veuve avant même d'avoir été une épouse, soit je serais lié pour toujours à un homme qui me haïrait pour l'avoir piégé. C'est alors qu'une pensée, terrible et audacieuse, a germé dans mon esprit. Une pensée qui était une trahison envers ma famille, ma vallée, et tout ce en quoi j'avais toujours cru. Mais c'était peut-être la seule chose juste à faire. J'ai attendu que mes oncles soient assez loin pour ne plus me voir. J'ai jeté un regard à l'intérieur de la cabane. Sur une petite étagère, il y avait ce que je cherchais. Un vieux sac en peau de cerf, celui que mon père laissait toujours là en cas d'urgence. Il contenait un morceau de viande séchée, un gourdin pour briser la glace, et surtout, la petite fiole d'élixir de feu, une décoction de plantes que seuls les anciens savaient tôt préparer, capable de réchauffer un homme à l'agonie. Et, accroché à un clou, une paire de vieilles raquettes. La loi interdisait de l'aider. L'épreuve devait être solitaire. Le défier, c'était défier ma famille, mon peuple et la montagne elle-même. Les conséquences seraient terribles. L'exil, peut-être. Le déshonneur, certainement. Mais le voir marcher vers sa mort, simplement parce qu'il avait eu le malheur de chercher refuge au mauvais endroit, au mauvais moment, je ne pouvais pas le supporter. Son crime était l'ignorance. Ma punition serait le silence et la complicité. J'ai enfilé les raquettes, j'ai glissé le sac sur mon épaule, puis j'ai commencé à suivre ses traces. Je connaissais des raccourcis, des passages que lui ne pouvait pas deviner. Je pourrais le devancer, lui laisser le sac près du col du murmure sans qu'il me voie. Ce ne serait pas une aide directe, juste un coup de pouce du destin, une façon de rééquilibrer une balance que je trouvais injuste. Je marchais vite, le cœur au bord des lèvres, priant pour que mes oncles ne se retournent pas. La neige crissait sous mes raquettes. J'ai atteint une corniche qui me donnait une vue plongeante sur le chemin qu'il empruntait. Il était encore loin, progressant avec une lenteur déchirante. Et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas le froid ou la fatigue qui le ralentissaient. Il boitait, nettement.
Il avait dû se blesser à la cheville, peut-être en tombant, peut-être même avant d'arriver à la cabane. Il n'avait aucune chance. Absolument aucune. Mon geste n'était plus une question de justice. C'était devenu une mission de sauvetage. Soudain, un craquement sinistre a déchiré le silence. Pas un craquement de glace. Un bruit de bois sec qui se brise. J'ai tourné la tête. En contrebas, non loin du sentier principal, mon oncle Finn avait émergé de derrière un bosquet de sapins. Il tenait dans sa main ce qui restait d'une de mes vieilles raquettes. Il l'avait cassée en deux sur son genou. Il ne regardait pas Léo. Il me regardait, droit dans les yeux, son visage une expression de fureur glaciale. Il avait fait semblant de descendre. Il m'avait attendu. Il savait. Le monde s'est immobilisé. Le vent lui-même semblait avoir retenu son souffle. Le regard de Finn me clouait sur place, plus froid que la glace sous mes pieds. Il a levé la raquette brisée, un verdict silencieux. J'avais trahi. J'avais brisé mon serment, non seulement à ma famille, mais à la montagne elle-même. La colère dans ses yeux s'est lentement muée en une profonde, une insondable tristesse. Sans un mot, il a jeté les morceaux de bois dans la neige, a tourné le dos et a commencé à redescendre, cette fois pour de bon. Il n'avait pas besoin de me menacer ou de me crier dessus. Son silence était la pire des condamnations. Il me laissait à mon choix et aux conséquences qui en découleraient. Mon cœur battait la chamade. Je pouvais encore faire demi-tour, prétendre que c'était une erreur, implorer le pardon. Mais quand mon regard est revenu sur la silhouette lointaine de Léo, qui venait de tomber à genoux dans la neige, épuisé, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon destin n'était plus lié à la vallée en contrebas, mais à cet homme qui se battait pour sa vie là-haut. J'ai ignoré la peur qui me glaçait les entrailles, et j'ai continué mon ascension, plus vite encore. Le sac pesait sur mon épaule, non pas de son poids physique, mais du poids de ma trahison. Chaque pas était un adieu à mon ancienne vie. Lorsque j'ai enfin atteint le début du col du Murmure, je l'ai vu. Il était assis, le dos contre un rocher, la tête entre les mains. Sa cheville, enflée, était d'une couleur violacée. Il grelottait de façon incontrôlable. Il ne m'a même pas entendu approcher. Je me suis arrêté devant lui. Il a levé la tête, ses yeux bleus vitreux et perdus. Il n'y avait plus de colère, seulement une résignation infinie. « Laissez-moi » a-t-il murmuré, les lèvres bleues. « C'est fini. Vous aurez ce que vous vouliez. »« Ce que je voulais » ai-je répété, la voix étranglée par l'émotion. « Je voulais que vous viviez. » J'ai posé le sac à ses pieds et j'en ai sorti la fiole d'élixir de feu. « Buvez ça, vite !» Il m'a regardé avec méfiance. « C'est quoi ? Du poison. Pour en finir plus vite ?» Les larmes me sont montées aux yeux. « C'est de la chaleur, de la vie. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. » Peut-être a-t-il vu la sincérité dans mon regard, ou peut-être était-il simplement trop faible pour discuter. Il a pris la fiole de mes mains tremblantes et en a bu une longue gorgée. Un hoquet l'a secoué alors que le liquide brûlant descendait dans sa gorge. Une couleur presque imperceptible est revenue sur ses joues. Je lui ai tendu la viande séchée. Il l'a dévorée comme un affamé. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, sa voix un peu plus forte. « Pourquoi faites-vous ça ? Vous allez avoir des problèmes terribles. »« J'en ai déjà !» ai-je répondu en regardant en direction de la vallée. « La loi est sacrée, Léo, mais la compassion l'est encore plus. Aucune loi ne devrait condamner un homme à mort pour avoir cherché un abri. Si ma montagne est aussi cruelle, alors je ne veux plus d'elle. » Je me suis agenouillé et j'ai examiné sa cheville. C'était une mauvaise entorse, mais rien de cassé. J'ai déchiré une bande de ma propre chemise et je lui ai fait un bandage serré pour soutenir l'articulation. « Vous n'y arriverez jamais avant le coucher du soleil, » ai-je dit doucement. « Pas comme ça. »« Alors c'est la fin, » a-t-il dit, le désespoir revenant dans sa voix. « Ils viendront me chercher. »« Non. » J'ai levé les yeux vers lui, ma décision prise. « Nous n'irons pas à la pierre des ancêtres, nous irons de l'autre côté. » Il a froncé les sourcils. « De l'autre côté du col, vers les basses terres,
vers votre monde. Si je vous aide à vous échapper, mon serment envers vous est rompu, mais le vôtre envers moi l'est aussi. La montagne vous libère, mais je deviens une paria. Je ne peux plus rentrer chez moi. Jamais. Il m'a dévisagé, comprenant enfin l'ampleur de mon sacrifice. Il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de nous, de deux personnes piégées par un destin qu'elles n'avaient pas choisi. Vous feriez ça pour moi? Abandonner toute votre vie? Je le fais pour moi, ai-je corrigé. Je choisis la liberté, tout comme vous. Une nouvelle lueur s'est allumée dans ses yeux bleus. Plus de la pitié, ni de la peur, du respect. Il a hoché la tête. D'accord, faisons-le, ensemble. Le reste de la journée a été un supplice. Je l'ai aidé à se relever, passant son bras sur mes épaules. Nous avons avancé pas à pas, moi le soutenant, lui s'appuyant sur moi. Le col du murmure portait bien son nom. Le vent sifflait entre les rochers comme des fantômes nous chuchotant des avertissements. Le soleil a commencé sa lente descente vers la crête du dragon, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Nous n'avons pas parlé. Toute notre énergie était concentrée sur notre survie. Alors que les dernières lueurs du jour peignaient le ciel en orange et violet, nous avons atteint le sommet du col. Devant nous, la montagne plongeait vers une autre vallée, une vallée parsemée de petites lumières qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule. La ville, son monde. Derrière nous, notre vallée était déjà plongée dans l'ombre. Nous nous sommes effondrés dans la neige, épuisés mais victorieux. Nous avions réussi. Nous étions libres. Je n'y serais jamais arrivé sans vous et Lara, a soufflé Léo, sa voix pleine d'une gratitude sincère. Vous m'avez sauvé la vie. Et vous la mienne, ai-je répondu en regardant les ombres qui engloutissaient mon ancienne maison. Vous m'avez montré qu'il y avait un autre chemin. Nous sommes restés là un long moment, à regarder les étoiles apparaître une à une. Le froid était mordant, mais pour la première fois, il ne me faisait plus peur. Et maintenant, a-t-il demandé doucement. Je l'ai regardé. Cet homme, cet étranger que le destin m'avait imposé, était devenu mon complice, mon sauveur. Nous n'étions plus liés par une loi ancienne et cruelle, mais par un choix commun de défier cette loi. Maintenant, ai-je dit avec un sourire fatigué, vous allez me montrer ce que c'est, la vie, de l'autre côté de la montagne. Il m'a rendu mon sourire, un vrai cette fois, qui a illuminé son visage fatigué. Je crois que j'adorerais faire ça. Il s'est levé avec difficulté, puis m'a tendu la main. Je l'ai prise. Sa paume était chaude contre la mienne. Ensemble, nous avons commencé la descente, tournant le dos à la montagne et à ses lois sacrées. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois, nous étions libres de le choisir. Ce n'était pas la montagne qui nous avait liés. C'était l'épreuve, et ce lien-là, nous l'avions choisi, et il était 1000 fois plus fort.